Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Taloche, votre chaîne de catch qui claque. Aujourd'hui, on va parler d'un gros programme, on va parler de AEW Double or Nothing qui a eu lieu dans la nuit du 30 au 31 mai 2021, ou en tout cas l'un des plus gros pay-per-view du côté de la AEW, et on va en parler tout de suite, c'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à laisser un petit like pour m'encourager et même pourquoi pas partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir. On commence avec le buy-in, le kick-off de AEW. On avait un match de championnat, c'était le championnat féminin de NWA qui était remis en jeu par Serena Deeb contre Rio qui faisait son retour du côté d'AEW, ça faisait plaisir. Un match qui était quand même très très cool. Voilà, je vais pas forcément parler de tout le buy-in, parce qu'on n'est pas là non plus pour ça, c'est des récaps, c'est de la promo, on met en avant le show qui va suivre, mais en tout cas ce match-là était pour le coup inédit, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce combat, c'était très technique, c'était très intense, ça allait vite, c'était très bien fait, donc Serena Deeb et Rio, ça a très bien fonctionné sur moi. Victoire de Serena Deeb qui reste encore championne NWA féminine, c'est son retour après sa blessure. Donc ça aussi, ça envisage d'autres choses à l'avenir pour le championnat féminin NWA et pourquoi pas même d'ailleurs pour le show NWA Power qui est maintenant disponible sur Fit TV. Je vous invite à aller vous abonner à Fit TV, c'est pas très cher par mois. Et vous avez plein de promotions qui diffusent leur show dessus, donc je vous invite à aller le voir. Victoire du coup de Serena Deeb, comme je vous l'ai dit, mais je vous avoue que j'ai eu des doutes à certains moments. Je me suis dit, putain, est-ce que pour le retour du public, est-ce que pour le gros show comme ça, dès le début, Rio va pas remporter la victoire et devenir la nouvelle championne NWA, même si c'est pour pas très longtemps. J'ai eu ce petit doute, mais ça a quand même très bien fonctionné. C'était très cool. Bien sûr, si vous entendez du bruit derrière moi, comme d'habitude, c'est les gens qui font leur vie, et puis en plus il fait chaud, donc je suis obligé d'ouvrir la fenêtre. Je vais essayer de faire en sorte que ça s'entende pas trop. Le show principal a commencé avec deux beaux bébés, j'ai envie de dire. Eggman Adam Page qui affrontait Brian Cage, le champion FTW, je le rappelle, qui pour le coup n'était accompagné de personne. C'était justement ça l'intérêt de ce combat. Eggman Page qui a un petit peu provoqué Brian Cage au dernier show AEW Dynamite pour lui dire écoute mon grand garçon, t'as pas besoin de manager, t'as pas besoin d'intervention par Hook, qui est le fils de Taz, je le rappelle, ou Ricky Stark. T'as pas besoin de deux pour être un bon catcheur, donc vas-y viens, on s'affronte un contre un tous les deux, pas de soucis. Et donc du coup, le show a commencé avec ce combat. Du coup, on est dans une arène ouverte. Voilà, je précise aussi les choses qui moi en tout cas m'ont un petit peu marqué durant cette review. Bien sûr, on n'est pas là que pour parler du show, mais aussi pour parler de mon avis, parce que c'est ma chaîne, je le rappelle. Du coup, le show a commencé avec le coucher de soleil, parce qu'on est dans une arène ouverte, donc on voit le coucher de soleil, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est une atmosphère vraiment différente quand on regarde un show déjà avec tout un public. Mais alors ça, pendant tout le show, pendant toute la review, je pense que je vais en parler pratiquement à chaque fois. Avoir un public, ça fait vraiment une différence incroyable, c'est tout l'intérêt du catch est là, j'ai envie de dire. Et là, forcément, avec cette arène qui commence à être plongée dans l'obscurité avec ce coucher de soleil, j'ai trouvé ça magnifique. C'est très beau, comme le match d'ailleurs qui était très beau, c'était un très bon match. Brian Cage prouve qu'il est encore un très bon catcheur. On le savait, pour les gens qui connaissent un petit peu déjà du côté de la Lucha Underground. Je fais un petit coucou à ceux qui kiffent la Lucha Underground, ils se reconnaîtront. Ou ceux qui ont regardé Impact aussi, qui se reconnaîtront également, j'imagine, si vous écoutez cette review. Donc Brian Cage, on n'est pas étonné de son potentiel. Eggman Page, c'est clairement le gros projet d'AEW. Donc on n'est pas non plus très étonné. Les deux ont une parfaite alchimie, ça fonctionne très bien. Brian Cage, il est incroyable. Voilà, il arrive à porter Page du bout des bras, alors que Page est quand même assez costaud. C'est quand même un bon gabarit, il me semble qu'il fait plus de 110 kilos. Et Brian Cage, il le porte comme si c'était James Ellsworth, j'ai envie de dire. C'est vraiment impressionnant. Le combat entre les deux est vraiment très chouette. C'est un très bon opener. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. À un moment, on a Ricky Stark et Hook qui distrait l'arbitre, et Ricky Stark qui donne la ceinture FTW à Brian Cage pour qu'il puisse l'utiliser. Mais Brian Cage refuse, il relance la ceinture à Ricky Stark, et malheureusement pour lui, Eggman Page en a profité pour porter son... c'est pas un buckshot lariat, pardon. Oui, c'est un buckshot lariat, c'est ça, effectivement. J'allais dire que je pensais pas que c'était ça, mais en fait, c'est ça. Comme quoi, il faut que je me fasse plus confiance. Mais voilà, c'était un très bon combat. Et puis en plus, après le combat, bien sûr, Eggman Page repart avec ses bières en train de les boire. Ça fait toujours très plaisir.
Et bien sûr, juste après le match, on a une dissension un petit peu de la team Taz, avec Brian Cage qui commence à s'énerver contre les deux protagonistes. Et il pousse Ricky Stark, et Ricky Stark, qui je le rappelle est blessé, lui montre bien sa nuque en disant non, t'as pas le droit, me tape pas, parce que j'ai ma nuque qui est blessée, tu vas pas me taper non plus, voilà. Donc on commence petit à petit, enfin je vais dire petit à petit, ça fait déjà un moment, hein, pour ceux qui ont suivi tous les programmes, qu'on commence un programme entre Ricky Stark justement et Brian Cage. Les deux sont un petit peu en dissension, en tout cas pas sur la même longueur d'onde. On l'avait vu, je le rappelle, lors des derniers Dynamite, enfin ça fait un petit moment maintenant, hein, parce qu'ils sont un petit peu réconciliés, on va dire. Mais en gros, Ricky Stark et Brian Cage, quand ils faisaient équipe, en tout cas la plupart du temps, n'arrivaient pas trop à s'associer parce que Brian Cage avait un gros ego et Ricky Stark prenait un petit peu le spotlight avec son côté un petit peu comédie, un petit peu plus divertissant que Brian Cage. Du coup, voilà, on avait une sorte de dissension entre eux. Taz a réussi à faire en sorte que les deux mettent leur ego de côté, donc du coup, Ricky Stark arrêtait pas de faire le changement avec Brian Cage et en gros de l'applaudir à chaque fois qu'il terminait un match. Mais on voit que cette dissension est encore présente, donc ça c'est un très très beau coup de la part de AEW qui nous propose des storylines aussi qui sont très bien construites, je trouve. Un petit peu voilà, disséminées par-ci par-là, on raconte quelque chose en prenant son temps, donc ça c'est très très cool aussi. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir cet opener qui était vraiment chouette. Et j'ai hâte de voir la suite autour de la Team Taz et Eggman Page qui commence aussi à gravir les échelons petit à petit. On a hâte, j'ai envie de dire, à full gear pour avoir un Eggman Page contre Kenny Omega. Clin d'œil accentué bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Le deuxième match de cette carte, qui était aussi un très très bon match, c'est les championnats du monde de la WWE qui sont remis en jeu par les Young Bucks bien sûr. Et les challengers, cette fois-ci c'est Jon Moxley et Eddie Kingston qui font leur rentrée d'ailleurs en premier. Par la foule comme d'habitude pour Moxley dans cette incroyable musique, l'entrée était incroyable. À ce moment-là, je me suis dit, c'est ça le catch. En fait, grosse dédicace bien sûr, c'est ça le catch, c'est une foule à burne, des gens qui sont à fond dans le public, qui ont envie de voir du catch. Les mecs qui étaient vraiment incroyables. L'entrée de Moxley est dingue. L'entrée de Moxley est incroyable dans le public, c'est phénoménal. On sent une tension génialissime. Eddie Kingston qui fait plus un peu sidekick hein, pour le coup, qui accompagne Moxley, qui est clairement lui par contre le moneymaker. Mais par contre, chose étonnante quand même, c'est toute la foule qui chante Eddie, parce qu'ils sont vraiment fans d'Eddie. Ils sont très contents de le voir, et je rappelle aussi qu'Eddie est arrivé dans une période où il n'y avait pas de foule, il y avait bien sûr les catcheurs AEW qui étaient tout autour du ring, mais il n'y avait pas de foule, donc du coup Eddie Kingston c'est un petit peu la première fois qu'il apparaît aux yeux du grand public, en tout cas aussi adulé, et en tout cas en face, voilà. Et voilà, du coup ça m'a fait extrêmement plaisir. On a du coup l'entrée après de Nick et Matt Jackson, les Young Bucks, dans une incroyable tenue. Ça c'est la mode, vraiment j'ai envie que les Young Bucks donnent des cours de mode à tous les catcheurs et catcheuses, parce que eux ils ont vraiment un style vestimentaire que je trouve incroyable. Les chaussures assorties au pantalon, alors moi qui suis fan en plus de Air Jordan, je vous avoue que là j'étais vraiment à mon comble. Mais voilà, c'était vraiment super cool. Grosse barbe, hein. Nick Jackson, j'ai jamais vu avec une aussi grosse barbe. Et puis en plus avec du coup les boucles d'oreilles, pardon, avec les croix, c'est vraiment dingue. J'ai l'impression de revoir Razor Ramon ou Big Diesel à l'époque. Vraiment un style que j'adore vraiment beaucoup. Et qui d'ailleurs profite de leur entrée pour un petit peu provoquer, bien sûr, c'est les gros heels de ce combat. En plus, quand on a Jon Moxley et Eddie Kingston en face, on est forcément heel, j'ai envie de dire, dans cette configuration-là. Et voilà, le match était quand même aussi très très cool. On a eu également un moment où Karl Anderson a essayé d'intervenir, mais Frankie Kazarian est venu un petit peu sauver la mise et essayer d'aider Jon Moxley et Eddie Kingston. Ça c'est chose étonnante, hein. Frankie Kazarian qui est apparemment rentré dans ce programme-là, j'ai envie de dire, mais maintenant que l'équipe avec Christopher Daniels est officiellement terminée. Donc voilà, moi ça m'intrigue aussi beaucoup. Le match très très cool, encore une fois, on a vraiment des enchaînements super bien. On fait le changement, le hot tag sur Eddie Kingston, encore une fois, ça c'est bien joué de la part d'AEW. Là, parce que Kingston est vraiment au summum, hein. Il est vraiment adulé par la foule, j'ai envie de dire. Et les Young Bucks s'en prennent vraiment plein tarif. Bien sûr, le changement du match, c'est un petit peu le fait qu'il s'occupe du genou d'Eddie Kingston, le genou droit, de la jambe droite d'Eddie Kingston qui fait un petit peu toute la différence. Et du coup, à la fin, on a un enchaînement des Young Bucks qui arrive vraiment à dominer les adversaires, notamment en prenant l'avantage hein, sur Eddie Kingston qui est encore un petit peu blessé. Mais franchement, c'était un très très bon match, ça racontait quelque chose. Ça racontait ce côté de heel des Young Bucks que j'adore vraiment vraiment beaucoup.
et les Face, John Moxley et Dick Kingston qui peuvent faire la différence, pas forcément parce qu'ils sont une équipe, mais parce qu'ils sont deux mecs très badass, très rudes. Mais en tant qu'équipe, ils n'ont pas forcément fait grand chose, hein, à part un Doomsday Device depuis la troisième corde, avec d'ailleurs les chaussures qu'ils avaient volées récemment aux Young Bucks, ça m'a fait vraiment rire. Mais en tout cas, c'est un match très intelligent qui raconte quelque chose, et ça me fait extrêmement plaisir. On a par contre, moi, le petit défaut, quand même, il faut que je me plaigne quand même, hein. Bien sûr, on est sur la chaîne qui claque, il faut pas non plus déconner. C'est les finishers, voilà, la finisher où on a le Elite Kick, il me semble, je sais plus comment il s'appelle cette finisher, enfin, le deux coups de genou des Young Bucks, qui a été piqué un petit peu, hein, à Kenny Omega et Kota Ibushi, mais ça s'est fait exprès, bien sûr, dans l'histoire, hein. C'est totalement volontaire. Et puis du coup à la fin on en enchaîne plusieurs sur John Moxley jusqu'à qu'il s'écroule. J'ai trouvé ça un petit peu dommage, j'aurais préféré qu'ils se disent bon, la finisher fonctionne pas sur Moxley, on va tenter quelque chose d'autre, et qu'ils gagnent avec pourquoi pas une nouvelle finisher, ou en tout cas une autre prise peut-être qu'ils avaient avant et qui fonctionne pas forcément sur lui, ou par exemple un Meltzer Driver. Moi j'aurais beaucoup apprécié que ça se termine sur un Meltzer Driver, mais tant pis, voilà, c'est qu'un détail, on pinaille. La suite du programme, c'est Paul White, l'anciennement Big Show, qui arrive pour faire sa place aux commentaires pour le prochain combat qui est le Casino Battle Royale. Donc je rappelle, hein, les règles, c'est une sorte de Royal Rumble, mais en gros, toutes les 5 minutes, on a 5 participants qui arrivent simultanément. Et bien sûr, il y a 5 participants qui commencent déjà le match, et à la fin, il reste, bien sûr, parce qu'ils sont à 21, je le rappelle quand même, dans cette Battle Royale. Donc forcément, il reste une personne, et cette personne, c'est le Joker, le 21e numéro qui arrive du coup tout seul en tant qu'arrivée finale. Généralement c'est une surprise, cette fois-ci aussi ça a été une surprise, peut-être pas celle que les gens attendaient, mais en tout cas ça a été une surprise. Et du coup le match commence avec Christian qui arrive bien sûr pour faire son entrée, Powerhouse Hobbs qui représente la Team Taz, je le rappelle, le Dustin Rhodes bien sûr, le Dustin Rhodes qui fait son entrée. Est-ce que j'en ai oublié un? Oui, j'ai oublié Matt Sydal, pardon, et le dernier qui arrive dans une promo incroyable. C'est Max Caster, il me semble. J'ai du mal avec son nom, hein. Je suis désolé, je suis pas encore forcément tout habitué. Si vous entendez des clics, bien sûr, c'est mes petites notes que je prends en même temps. Et du coup, oui, c'est ça, c'est Max Caster qui arrive bien sûr en rappant et qui clash tous les participants. J'ai beaucoup adoré le petit clash sur Christian d'ailleurs, hein, parce que voilà, il le dit un petit peu, hein, voilà, sans Edge, c'était pas grand chose. Et le petit clash aussi sur Dustin Rhodes, où il dit hey, regarde-moi, j'ai beaucoup apprécié, hein. J'adore, vraiment, ça sent une tension, hein, quand le mec lui dit regarde-moi, un peu comme Samoa Joe qui balance regarde-moi quand je te parle à Brock Lesnar, c'est toujours aussi phénoménal. Mais du coup voilà, qui provoque Dustin Rhodes en lui disant mec t'es tellement moche que t'aurais dû te peindre les deux parties du visage. J'ai trouvé ça hilarant. Et la foule d'ailleurs a vraiment beaucoup kiffé, mais ça pendant tout le show, hein, la foule a beaucoup kiffé, on fait beaucoup de bruit, mais je reviendrai à la fin de cette critique. Du coup les 5 participants commencent, je vais pas forcément vous faire un play-by-play, les 5 minutes sont affichées sur le grand écran, ça aussi c'est une petite précision mais moi que j'aime beaucoup, hein, parce qu'on est vraiment sur 5 minutes, on n'est pas sur 3 minutes 16 ou 12 minutes 20, comme à la WWE, on est vraiment sur 5 minutes pures, là il n'y a pas de doute. Et lors de la première arrivée, pardon, là je me suis dit mince, qu'est-ce qui se passe? Du coup on a les 5 participants qui arrivent, mais ils arrivent à tour de rôle. Donc du coup ils ont chacun leur entrée. Je rappelle que lors des dernières Battle Royale, ils arrivaient les 5 d'un coup. Donc ils étaient sur la foule les 5 d'un coup. Mais là non, on a vraiment changé le format où les 5 arrivent consécutivement, donc à la suite avec leur musique, avec tout, tralala. Les premiers qui sont arrivés du coup dans ce lot de 5, c'était Matt Hardy et Isaiah Cassidy, bien sûr, qui représente la House Family Office, ou la Hardy Family Office, je ne sais plus, de Matt Hardy du coup, qui n'arrivent pas sur le ring, ils attendent les prochains compétiteurs pour essayer de leur casser la gueule avant qu'ils arrivent directement sur le ring. Le premier arrivé, c'était... Hop là, il faut que je reprenne mes notes, je suis désolé. Bien sûr, il y a beaucoup d'informations dans les Battle Royale. Ça, maintenant, on est un petit peu habitué, donc il faut que je prenne mes notes. Mais du coup... première arrivée du coup, Matt Hardy et Isaiah Cassidy qui arrivent pour casser la gueule. Il me semble que c'était Preston, pardon, Ten du Dark Order, pardon. Ouh là là, je commence à perdre mon latin, je suis désolé. C'est peut-être difficile à écouter. Donc Ten du Dark Order qui détruit littéralement Isaiah Cassidy et Matt Hardy. Le deuxième, enfin le quatrième du coup officiellement arrivé, c'est Nick Comorado, j'avais oublié son nom, lors de l'émission de Catch Up avec Tonton, que je vous invite à aller voir, hein, où je parle
de AEW. Voilà, c'est les 2 derniers shows AEW que j'ai critiqué avec lui. On avait oublié le nom de Nick Comorado qui est du coup présent, qui arrive tel une bête enragée. Et le dernier participant qui arrive, c'est Serpentico qui est amené de force par Luther, ça aussi c'est très marrant, qui forme une équipe d'ailleurs, moi j'apprécie particulièrement, même sur le ring ça présente pas forcément quelque chose d'incroyable, en tout cas c'est très intéressant à voir. Du coup, on a un grand ménage, bien sûr Nick Comorado et Ten qui sont assez destructeurs qui détruisent un petit peu tout le monde. Malheureusement, ils se font éliminer par l'expérience de Dustin Rhodes qui lui-même d'ailleurs se fait éliminer juste après. On a beaucoup d'éliminations à ce moment-là, hein. Ça va très vite. On n'est pas forcément sur des gros spots pour éliminer les gens, c'est surtout une Battle Royale, on doit éliminer les gens, donc c'est pas forcément incroyable. On a du coup la nouvelle vague qui arrive avec les 2 premiers, c'est les Varsity Blondes, Brian Pillman Jr. et Griff Garrison, qui arrivent pour détruire Hardy et Isaiah Cassidy. Le 3e, c'est Colt Cabana, et le 4e, le 4e, j'en ai peut-être oublié encore, c'est Anthony Bones, qui du coup lui aussi représente The Acclaimed avec Max Caster, qui lui par contre s'est fait éliminer beaucoup plus tôt lors de ce match-là. Le 5e participant arrivé, c'est Panta El Zero Miedo, qui arrive dans cette magnifique tenue du Joker. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce que c'est cool. Panta, il doit kiffer le retour du public parce que là ça crie Zero Miedo de partout. Il est avec la foule, ça se voit qu'il se fait plaisir. Hein. Panta, j'adore ce catcheur d'ailleurs. Mais voilà, donc du coup on continue les éliminations. Hein. On a les Varsity Blondes qui restent. Hardy encore, Panta aussi qui reste encore sur le ring. Donc là on est à 4 compétiteurs. Non, on a aussi, Isaiah Cassidy. Oui, c'est ça, Isaiah Cassidy, parce que Mark Quinn va arriver un petit peu plus tard. Mais du coup, voilà, la nouvelle vague arrive, et à ce moment-là, on a qui? Le premier arrivant de cette nouvelle vague, c'est Jungle Boy qui arrive dans cette musique du Tarzan Boy qui fait popper la foule d'une manière incroyable. La foule est incroyable, hein, vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ça fonctionne vraiment très bien avec des mecs du coup comme Jungle Boy qui profitent de cette salle pleine pour se faire acclamer comme des dieux, j'ai envie de dire. Le deuxième arrivé, c'est bien sûr Mark Quinn, qui lui aussi représente Private Party et Hardy Family Office, qui vient du coup aider ses partenaires. On a aussi, j'ai oublié son nom, qui est le copain de Bayley dans la vraie vie, je ne me rappelle plus, je suis désolé. Aaron Solo qui arrive. On a aussi Evil Uno qui arrive juste après d'ailleurs. Et Lee Johnson, bien sûr Lee Johnson qui est un petit peu l'élève, indirectement l'élève, l'un des élèves en tout cas, de Cody, et Aaron Solo qui du coup lui a rejoint la factory de Quitty Marshall après avoir trahi Cody bien sûr, donc les deux sont en rivalité forcément, mais les deux restent pas très longtemps parce qu'ils se font éliminer à cause justement de leur bagarre où ils font pas attention et ils se font très vite éliminer. Jungle Boy se paye quand même le culot d'éliminer Panta, ça c'est pas rien non plus. Christian et Will Hobbs qui eux avaient été mis de côté durant l'un des débuts du match après une intervention qui du coup était à l'extérieur, reviennent sur le ring. Will Hobbs se fait éliminer très rapidement par Christian, et du coup à ce moment-là il reste qui? Il reste la Hardy Family Office avec Mark Quinn, enfin les deux Private Party et Matt Hardy, et Jungle Boy d'un côté, Christian de l'autre. Et du coup on a l'arrivée du 21ème, le Joker qui arrive, et c'est Lio Rush qui fait ses débuts du côté d'AEW. J'étais très étonné, voilà, on s'attendait tous à des noms qui avaient été cités, même indirectement, j'étais pas forcément pour, hein, mais on avait des Bryan Danielson bien sûr, des Samoa Joe, entre autres, et plein d'autres noms. Mais je m'attendais pas à Lio Rush, surtout qu'il est encore présent du côté de MLW, hein, Major League Wrestling. Donc je m'attendais pas forcément à le voir ici, mais ça m'a fait extrêmement plaisir parce que Lio Rush c'est un catcheur que j'apprécie vraiment beaucoup. On sait qu'il a eu quelques difficultés et qu'il en aura sans doute encore dans les vestiaires par rapport à son ego, parce que c'est quelqu'un qui est très doué et qui le sait, hein. Mais peut-être qu'il s'en vante un petit peu trop, c'est ça le problème je pense. Donc forcément il a eu quelques problèmes avec WWE, maintenant il est parti de WWE depuis plus d'un an, pardon. Il a été champion à la MLW, il a perdu son titre il n'y a pas très longtemps, et maintenant il arrive à la W, donc je ne sais pas à l'heure actuelle si c'est un contrat temps plein ou si c'est vraiment qu'une apparition. Mais voilà, en tout cas, malheureusement pour lui, Lio Rush se fait avoir très rapidement, il essaye d'éliminer les Private Party qui arrivent un petit peu à se tenir au cordes, mais Matt Hardy en profite pour l'éliminer, donc Lio Rush n'a pas été présent très longtemps, mais en tout cas, il a fait une bonne prestation en s'occupant de la Hardy Family Office d'une très belle manière. Matt Hardy, du coup, Christian et Jungle Boy qui sont les trois derniers sur le ring. Voilà, Matt Hardy essaye d'un petit peu de faire son filou, il essaye un petit peu de dire à Christian, voilà, d'utiliser la fibre sensible, en disant tu te rappelles, on a été quand même deux mecs en équipe, on a catché souvent ensemble.
On se connaît très bien, donc pourquoi on s'associerait pas pour éliminer Jungle Boy? Après, on règle ça tous les deux, il n'y a pas de souci, machin. Et malheureusement, bien sûr, Christian l'écoute pas du tout et l'élimine très rapidement. Donc la finale, Christian et Jungle Boy est mise en place, très très bonne finale. Jungle Boy qui est incroyable, la foule est vraiment incroyablement derrière lui. Encore une fois, j'ai envie de le dire. Christian qui fait également une très très bonne prestation. Il est vraiment en forme, hein, Christian, pour un mec qui a été blessé aussi longtemps. 6 ans, il me rappelle, je me rappelle, hein, 6 ans à peu près. Il est quand même très très en forme. Mais malheureusement pour lui, ça suffira pas contre le rookie, le nouveau, le top Jungle Boy, le nouveau challenger numéro 1. Jungle Boy qui réussit à prendre l'avantage et à gagner contre Christian. Et du coup, voilà, il remporte cette Casino Battle Royale 2021. Ça fait extrêmement plaisir. Ensuite, hein, bien sûr, on a Luchasaurus et Mark Stone qui viennent célébrer avec lui. Christian qui lui serre la main pour lui dire félicitations et qui repart. Ça, c'était un très très bon moment. C'est le genre de moment qu'on se souviendra plus tard. Et merci de l'avoir donné à Jungle Boy, parce qu'on aurait pu se dire, bon bah c'est Christian qui va gagner parce que c'est un gros nom. Et voilà, il va leur main event, mais pas du tout. Là, on a vraiment misé sur la fraîcheur. Ce que j'avais peur, hein, vous l'avez peut-être entendu de ma part dans des critiques précédentes durant les derniers mois, ou en tout cas il y a très longtemps maintenant, où je disais que j'avais peur que AEW ne mise pas assez sur les nouveaux catcheurs et plus sur les catcheurs établis qu'on connaissait déjà avant l'ouverture de la promotion. Mais non, là vraiment, on le voit d'ailleurs avec ce show, hein, on mise vraiment sur des nouveaux catcheurs, sur des nouveaux talents qui sont vraiment beaucoup mis en avant du côté de AEW. Et ça me fait vraiment plaisir parce qu'ils sont pas que mis en avant, ils ont aussi des opportunités pour être mis en avant, pour faire des choses incroyables. Et ça me fait vraiment plaisir. Le match suivant, qui malheureusement pour moi n'était pas un bon moment, c'était Cody contre Anthony Ogogo. Bien sûr, avant ce match-là, on a eu toute la promo pour présenter les vétérans de l'armée. Et puis ensuite, on a enchaîné avec la musique d'Anthony Ogogo. Donc là, forcément, il s'est fait huer. C'est fait d'une très belle manière, d'une manière intelligente, en tout cas de la part de W, pour qu'Anthony Ogogo se fasse huer. Ça n'a pas forcément marché plus que ça. Mais ensuite, bien sûr, on a l'entrée de Cody, qui bien sûr se fait dans une acclamation incroyable. Voilà, le match en lui-même ne m'intéresse pas plus que ça. J'adore Anthony Ogogo, je trouve qu'il a un potentiel incroyable, même s'il est encore assez rookie. C'est d'ailleurs tout ce que le match va nous raconter. Mais malheureusement, Cody, j'ai vraiment du mal. Hein. Alors que pour le coup, je déteste pas du tout ce catcheur. Hein. J'ai suivi son début de carrière du côté de WWE jusqu'à aujourd'hui, donc j'ai suivi à peu près toute sa carrière mainstream en tout cas. Et j'ai rien contre lui, j'apprécie le catcheur. C'était l'un des meilleurs champions intercontinentaux de WWE quand même à un moment. Un très très bon champion d'ailleurs par équipe avec Ted DiBiase Jr. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette équipe aussi. Voilà, le mec vraiment c'est un catcheur que j'apprécie. Mais depuis qu'il est à l'AEW, je n'y arrive plus du tout. Et tout le match, je n'ai pas réussi à supporter sa présence. C'est dommage parce que c'est un des deux catcheurs présents pour le match. Mais voilà, c'est vraiment dommage. Je trouve que la construction du match est pas bonne. Anthony Ogogo est présenté, certes comme un mec qui a pas fait de match de catch pur, mais quand même un mec qui est destructeur et qui il arrive, dès qu'il fait un coup de poing dans l'abdomen, une grosse droite dans l'abdomen, la personne s'effondre et en sang d'ailleurs. Et là, pas du tout, parce que c'est Cody en face, donc il faut forcément que Cody se relève. Il faut que Cody évite les coups de poing. Et même quand il se la prend, et ben finalement il arrive à refaire la différence après. C'est une victoire de Cody quand même, après un Vertbreaker, donc la finisher d'Homicide à l'époque, hein, pour ceux qui voient un petit peu près la chose. Après avoir tenté bien sûr des figure four, des autres choses et qui ne fonctionnent pas forcément à chaque fois. Mais il a quand même réussi à remporter la victoire grâce à son expérience dans le catch. C'est l'histoire qu'il nous a raconté hein, durant ce match-là, c'est que Anthony Ogogo, même s'il est très très fort, il n'est pas encore suffisamment bon sur des matchs de catch pour pouvoir faire la différence contre Cody qui a beaucoup d'années d'expérience. J'ai trouvé ça intelligent, j'ai trouvé ça cool, mais malheureusement j'ai trouvé ça trop long pour ce que c'est. C'est vraiment tellement loin de ce que nous est présenté pour Ogogo depuis plusieurs semaines maintenant, depuis son heel turn avec Quitty Marshall. C'est pas en adéquation je trouve avec ce qui est présenté. Ça aurait dû être un match plus court, beaucoup plus impactant, beaucoup plus vif pour moi. Même si, encore une fois, je l'ai dit, le fait que Anthony Ogogo soit pas vraiment un catcheur d'expérience, c'était très bien fait. Parce qu'on voit très bien que certes il fait des coups puissants et il enchaîne, mais il a quand même quelques lacunes. Et je pense qu'ils ont réussi à très bien parer ce fait-là que du coup Ogogo n'est pas forcément un très bon technicien sur le ring. Et du coup forcément Cody peut en profiter parce que lui il l'est.
Mais voilà, j'ai quand même trouvé ça très très long. Cody en fait vraiment beaucoup. J'ai beaucoup de mal avec ce personnage, hein, pas forcément avec le mec. Peut-être que lui est pas forcément comme ça dans la vraie vie, mais j'ai vraiment moi du mal avec ce que présente Cody devant les écrans d'AEW. C'est trop. On dirait qu'il essaye un petit peu de bouffer à tous les râteliers. Je vais pas forcément parler de la promo hein, où il parle de sa femme et de son futur enfant à naître. Qui va être bêtise du coup, hein, voilà, et la situation aux États-Unis avec Black Lives Matter entre autres. Voilà, il essaye un petit peu de prendre tout ce qu'il peut prendre, et moi ça fait un peu faux cul, hein. Enfin faut le dire quand même, ça fait un peu faux cul. Je l'avais dit également du côté du catch-up, que je vous invite à aller suivre, hein, cette chaîne YouTube, cette podcast de catch qui transpire le catch. Je vous invite à aller les suivre, et je l'avais dit du coup dans la critique avec Tonton Chris concernant AEW Dynamite, que je pense personnellement qu'il doit se passer quelque chose avec Cody, pas en interne, mais vraiment sur le programme, parce que il s'est fait trahir par 3 de ses amis, et je trouve quand même que ça fait beaucoup. Voilà, je l'ai déjà dit chez Catch Up, mais je le redis sur ma chaîne. Il se fait trahir par 3 personnes, il se fait trahir par Shawn Spears, il se fait trahir par MJF, il se fait trahir par Quitty Marshall. Enfin, ça fait quand même beaucoup en 1 an et demi, 3 personnes. Et j'ai l'impression, en tout cas j'espère, surtout j'espère plus qu'en fait que j'ai l'impression, qu'on nous raconte quelque chose avec Cody autour de ça, autour du fait qu'il soit pas si bien que ça, qu'il essaye, hein, comme je l'ai dit, hein, un petit peu de bouffer à tous les râteliers, et que je pense pas que ça soit quelqu'un de si bon finalement, et peut-être même de très égoïste. J'espère en tout cas qu'on va nous raconter ça à l'avenir. En tout cas, la défaite d'Anthony Ogogo, même si elle me déçoit un peu, je trouve pas ça non plus si logique que ça. On va, je pense, construire Anthony Ogogo comme un catcheur fort ces prochains mois, ces prochaines années peut-être. Pourquoi pas pour une revanche à un moment donné. Mais là voilà, vu le retour de la foule, vu ce qu'ils nous s'était raconté, victoire de Cody, logique, je suis pas non plus triste. Mais voilà, on a hâte de voir la suite autour du clan Factory, parce que pour le coup, le clan Factory a été un petit peu créé et ils se font toujours détruire. Donc c'est un petit peu dommage. Et le match suivant, du coup, c'est le match pour le titre TNT, qui est remis en jeu par Miro, qui vient justement de le gagner il n'y a pas très longtemps contre Darby Allin, qui affronte Lance Archer, les 2 gros monstres, hein, qui s'affrontent dans un combat sur 2 monstres. On est sur un match brutal, on est sur un match intense. Les 2 se donnent des grosses patates, bien sûr. On n'est pas sur quelque chose de très technique, hein, plus de quelque chose de très très impactant. Et bien sûr, on a l'intervention à un moment donné de Jake the Snake Roberts qui vient avec son serpent pour essayer d'un petit peu distraire Miro alors qu'il allait finir Lance Archer. Malheureusement pour Snake Roberts, Miro lui, il n'a pas forcément très de compassion, donc il le chope, il le met sur le ring, il détruit au passage un petit peu Archer, et puis en plus il prend le sac où il y a le serpent et il le jette sur la rampe d'entrée d'une manière très très brutale. Alors tout le monde était choqué bien sûr. Et au moment où il essaye de terminer Jake the Snake Roberts, on a Lance Archer qui revient et qui lui porte un magnifique chokeslam pour essayer de reprendre l'avantage. Ensuite le combat reprend très très rapidement, mais malheureusement pour Archer, il fera face à le colosse, le best man Miro, qui réussit lui aussi à reprendre l'avantage après pour porter son game over, hein, anciennement Rusev Crush, je ne sais plus comment ça s'appelait, le Camel Clutch en gros, qui maintenant voilà, il porte d'une nouvelle manière où il retourne carrément l'adversaire au sol pour le détruire. Et du coup voilà, malheureusement Archer est obligé de tomber dans les pommes et laisser la victoire lui filer, ainsi que la ceinture bien sûr. Voilà, c'était un combat plutôt honnête, il n'y a pas grand chose à noter dessus. Miro est très très agressif, j'ai hâte de voir la suite pour Miro. Malheureusement pour Archer ça semble un petit peu compliqué, hein, après toutes ces défaites et tous ces moments où il est passé à côté de la ceinture, ou des ceintures d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas du tout ce que va proposer Lance Archer plus tard, mais pour l'instant ça semble un petit peu mort. En tout cas Miro lui pour le coup, il ne fait que grimper. Le match suivant, c'était le match pour la ceinture féminine d'AEW, la nouvelle ceinture féminine d'AEW, fraîchement acquise par Hikaru Shida lors du dernier Dynamite, qui avait eu lieu 2 jours avant Double or Nothing, bien sûr. La ceinture, c'est grosso merdo la même, hein, c'est juste qu'elle est beaucoup plus grande. J'ai envie de dire enfin. Bien sûr, enfin, parce que franchement, la ceinture AEW, c'était vraiment quelque chose de un peu insultant, j'ai envie de dire, parce que franchement, après avoir eu fait autant de promotions sur l'égalité entre les hommes et les femmes en termes d'exposition, tout ça, bon, on sait tous hein, que c'est pas le cas du tout, hein, on va pas essayer de faire semblant, c'est pas du tout le cas du côté de AEW.
mais la ceinture était vraiment en forme de jouet, c'était assez bon. Dès la première fois où elle a apparu, on s'est tous dit mais pourquoi elle est si petite cette ceinture? Donc voilà, le problème est réglé, je trouve pas forcément jolie hein, de base la ceinture AEW, donc là ça m'a pas non plus fait un grand choc, mais en tout cas au moins la ceinture est beaucoup plus grande et ça c'est quand même très très cool. Le match du coup entre Britt Baker et Hikaru Shida, je l'ai pas trouvé foufou. Honnêtement, je vous spoil un petit peu mon avis sur ce match-là, mais je l'ai pas trouvé foufou. J'ai trouvé très très décousu. Rebelle à l'extérieur, elle fait très très bien le taf, même si elle a vraiment des problèmes de timing, hein, c'est assez bizarre. Hikaru Shida, c'est une très bonne catcheuse. Britt Baker, je vais pas dire que c'est une très bonne catcheuse, mais en tout cas c'est une catcheuse qui fait très bien le travail. Voilà, j'ai envie de dire qui fait bien le travail. Voilà, elle fait que progresser de toute façon, donc c'est très bien pour elle. Mais malheureusement, il y a pas forcément d'alchimie entre les deux. Je note aussi d'ailleurs les tenues, hein, les très très belles tenues des deux catcheuses. Britt Baker qui est un hommage clairement à Scott Hall du temps de NWO, pardon, pas du tout, sinon c'est pas le même Razorman. Voilà, Scott Hall avec cette tenue noire et rouge sang et qui dégouline, et Hikaru Shida qui du coup porte très très bien le blanc pour contrebalancer un petit peu entre les deux. Voilà, c'était très très cool, hein. Les tenues c'est aussi important dans le catch, donc quand c'est bien fait, je tiens à le noter quand même. Mais voilà, c'est une victoire de Britt Baker qui a repris l'avantage avec voilà, quelque chose d'assez décousu, qui a réussi à porter du coup sa finisher avec ce gant pour faire abandonner Hikaru Shida. Mais le match, certes, n'est pas foufou, il faut l'admettre, mais quand même assez correct. Moi, la chose qui m'a dérangé le plus, c'est que le match ne raconte pas grand-chose. Voilà, j'ai pas l'impression que le match m'a raconté grand-chose. Honnêtement, je me suis dit, mince, pourquoi les choses sont faites comme ça? L'intervention de Rebelle qui frappe malheureusement Britt Baker dans la tête avec cette canne qu'elle a tout le temps, hein, parce qu'elle a du mal à marcher. J'ai trouvé ça bizarre, je me suis dit il faut que ce soit un gros changement dans le match, mais pas du tout. J'ai l'impression que ça a plus été fait là pour dire à Britt Baker, quand elle reprend elle l'avantage en trichant un petit peu après avec ce curb stomp sur la ceinture, pour dire voilà, toutes les deux ont pris un petit peu leur triche dans la gueule, donc voilà, c'est un petit peu fait de manière honnête. Mais c'est pas forcément ce que je m'attends à voir quand je vois Britt Baker. Britt Baker, c'est une très bonne heel, qui est certes applaudie parce qu'on voit sa progression depuis 1 an et demi, et on est très content de ça parce que c'est une très bonne catcheuse, très divertissante, mais je m'attends pas à que ça soit fait de manière égale, je m'attends pas à que Britt Baker, elle aussi, elle se prenne des coups de triche, même si pour le coup c'est un petit peu sa faute, pour après, voilà, dire un peu, en gros, voilà, les deux sont assez égales dans ce qu'ils prennent. J'ai pas compris pourquoi ça a été fait ça. Par contre, le coup a fait après effectivement que Rebelle distrait l'arbitre et que Britt Baker en profite pour porter son curb stomp sur la ceinture AW, pardon, j'allais dire AWA. Mais ça, j'ai trouvé ça cool parce que c'est assez classique dans le domaine du heel. Mais voilà, c'était pas forcément non plus très intéressant. Le match était assez poussif, pas forcément très dynamique. Donc voilà, je vais dire, c'est un petit peu oubliable. Je pense qu'Hikaru Shida va avoir quand même son match revanche parce qu'elle a quand même été championne pendant plus d'1 an. Donc il faut au moins qu'elle ait un petit peu de mise en avant. Mais j'ai forcément pas trop compris pourquoi ce match était là comme ça. Après, je pense honnêtement que les deux catcheuses ont essayé de donner leur maximum. Voilà, je vais pas plus m'attarder sur ce match-là, vous avez compris, pour moi c'est un match assez oubliable, certes correct, mais quand même assez oubliable. Le match suivant, c'était Ethan Page et Scorpio Sky qui font désormais équipe avec cette magnifique nouvelle entrée d'ailleurs, hein, les Men of the Year, pardon, les hommes de l'année, qui faisaient cette fois face à Sting et Darby Allin. Sting qui faisait son retour live sur un ring après ce match contre Seth Rollins en 2016, 2017, peut-être 2015 même d'ailleurs, je ne sais plus. Mais voilà, c'était le retour live parce qu'il a déjà eu un combat lors d'un dernier pay-per-view, il me semble que c'était Révolution, mais c'était un combat qui était bien sûr monté, c'était un cinématique match comme on aime bien le dire maintenant. Mais voilà, du coup c'était son retour officiel sur un ring. Scorpio Sky et Ethan Page qui d'ailleurs en ont profité pour avoir enfin une tenue qui est pour la même couleur, et ça m'a fait extrêmement plaisir parce que moi j'adore ce petit détail et jusque là c'était pas le cas. Darby Allin qui arrive avec le visage entièrement peint, un petit peu en hommage à Sting d'ailleurs, ça c'était très très cool. Le match est assez classique, on se doutait très bien que Sting allait pas avoir une présence incroyable sur le match et ça a été le cas. Darby Allin a fait un petit peu tout le travail.
Mais c'est logique, c'est pas choquant. Ethan Page et Scorpio Sky qui du coup arrivent à prendre l'avantage sur Darby Allin qui est forcément fait 2 fois moins qu'un Ethan Page. Donc forcément c'est assez facile de prendre l'avantage. On a eu le spot, je m'y attendais, hein, je m'y attendais vraiment beaucoup. On a eu le spot d'Ethan Page qui balance Darby Allin à l'extérieur. Je rappelle que c'était un spot qu'on avait déjà vu à Evolve. Et vu que je me permets de le dire, hein, parce que le programme entre Ethan Page et Darby Allin a aussi été un petit peu teasé par rapport à leur confrontation à l'époque à Evolve. Mais du coup, Ethan Page qui balance Darby Allin directement depuis le ring à l'extérieur et directement en plus dans le public, hein. Bon, c'était les catcheurs donc ils ont réussi à le rattraper, mais qu'ils le portent à bout de bras pour le balancer, ça aussi c'est toujours assez impressionnant. Le moment que j'ai bien aimé du coup juste après ça d'ailleurs, c'est le moment où Sting récupère Darby Allin dans la foule. Si vous en avez du bruit derrière bien sûr, je suis désolé, mais voilà, c'est Darby Allin qui se fait récupérer par Sting, et Sting qui veut le remettre sur le ring, mais qui hésite, voilà, en gros, il se dit inconsciemment, en tout cas c'est moi ce que j'ai compris, il se dit non, il faut qu'il le fasse par lui-même, sinon ça va pas marcher, et heureusement pour Sting, parce que Darby Allin revient à 9,5, c'était vraiment tendu, et voilà, j'ai beaucoup apprécié ce petit détail qui, peut-être ça veut rien dire, mais je trouvais ça très très intelligent. Je me suis dit, ah oui, là il y a vraiment une relation de respect entre les deux, où c'est pas juste, on est en équipe, il faut que je te porte, mais là vraiment il faut que tu te débrouilles par toi-même, et ça c'est très très cool. On a eu aussi le faux changement de Sting et Darby Allin, hein, tout simplement parce que Sting fait le changement avec Darby Allin, mais l'arbitre le voit pas, donc du coup il renvoie Sting directement de son côté. Ça aussi j'ai trouvé ça très très cool, pour encore une fois un petit peu plus nous frustrer. Et ensuite d'ailleurs, hein, on a du coup la fin, du coup Darby Allin fait le changement enfin avec Sting, et Sting qui arrive à reprendre l'avantage sur Scorpio Sky premièrement, et réussit aussi à un petit peu mettre à mal Ethan Page. Et bien sûr Sting qui arrive à contrer le springboard cutter de Scorpio Sky directement avec son Scorpion Deadlock Death Drop, pardon, pas Deathlock parce que c'est la finisher. Le Deathlock qui du coup fait directement la différence sur Scorpio Sky. J'ai vraiment apprécié ce combat, vraiment apprécié ce combat, parce qu'on a réussi à faire en sorte que Sting, qui est presque soixantenaire maintenant, avoir une présence sur le ring, avoir une prestation très très cool, sans pour autant se mettre en danger en ayant un match complet, et à prendre aussi des gros spots. L'équipe avec Darby Allin fonctionne très très bien. Honnêtement, j'ai du mal par contre à les voir en réelle équipe, j'ai envie de dire, autour de la ceinture, des ceintures par équipe. Mais moi ça fait très bien l'affaire. Ça fait très bien l'affaire. Je sais pas du tout s'il va y avoir une suite à ce programme-là. J'ai envie de dire, je suis un petit peu déçu, mais je comprends aussi la logique, hein, de faire gagner Sting ici. Mais voilà, j'aurais bien aimé avoir une victoire d'Ethan Page et Scorpio Sky qui aurait pu quand même se placer comme une équipe importante autour de la division par équipe, pourquoi pas. Mais je pense que ça ferait un peu plus tard, même si je vous avoue qu'intérieurement, j'ai toujours un petit peu cette déception de voir Ethan Page partir d'Impact et quitter Josh Alexander pour arriver à W et finalement être aussi en équipe. Voilà, légère déception, je vous avoue, mais bon, c'est qu'un détail, on verra ça à l'avenir, et j'ai hâte de voir les 4 catcheurs plus tard dans des programmes AEW. Le prochain combat, c'est la ceinture AEW champion du monde qui est remise en jeu par Kenny Omega. Cette fois-ci, il a 2 challengers, c'est Pac et Orange Cassidy. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, bien sûr, il y avait un match entre Orange Cassidy et Pac pour déterminer le challenger numéro 1, et chose assez classique, j'ai envie de dire, Kenny Omega apparemment ne regarde pas le catch. Kenny Omega qui attaque les 2 participants, enfin surtout là, il a plus attaqué Pac que Orange Cassidy, qui lui pour le coup était KO de manière assez legit, hein, parce qu'il s'était vraiment blessé à ce moment-là. Et du coup forcément voilà, Kenny Omega attaque Pac, et les 2 compétiteurs sont comptés au sol au compte de 10, mais finalement on annonce que les 2 du coup seront challenger, vu que Kenny Omega essaye un petit peu de profiter. Finalement il en aura 2 au lieu d'1. Et voilà, donc du coup on a ce match à 3, cette triple frite, j'ai envie de dire. Et le match était très très cool. Le match, encore une fois, racontait une histoire comme beaucoup de matchs, hein, en dehors du Hikaru Shida et du du Britt Baker. Le match racontait réellement quelque chose, de choses assez simples d'ailleurs, où on a Pac qui essaye un petit peu d'être agressif envers Kenny Omega, qui essaye de détruire Kenny Omega. Kenny Omega qui lui essaie de profiter du fait qu'il considère Orange Cassidy comme inférieur, en essayant de le profiter en surtout misant sur lui directement, en essayant
de prendre l'avantage directement sur Orange Cassidy, et Orange Cassidy qui lui pour le coup en prend un petit peu plein la gueule, mais qui essaye de résister en essayant de reprendre l'avantage un petit peu comme il peut, malgré le fait qu'on sente, et d'ailleurs c'est voulu, qu'il soit clairement moins fort, moins bon que ces deux compétiteurs ce soir. Voilà, le match est écrit d'une manière assez logique, et j'ai envie de dire de manière très bonne pour un triple menace, parce que les trois ont leur intérêt dans le combat, et ça c'est très très cool. Orange Cassidy, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à l'apprécier parce que côté comédie, qui est un petit peu peut-être difficile à prendre pour certains, surtout autour de la ceinture mondiale, mais honnêtement, moi, je sais très bien que si Orange Cassidy devient champion, ce sera pas maintenant, donc ça me dérange pas. Voilà, il apporte un petit peu ce côté frais autour de la ceinture, et je trouve ça très très cool. Pac qui est super agressif durant le combat, ça aussi c'est très très cool. Et Kenny Omega qui essaye d'un petit peu de se débrouiller comme il peut, mais vu que c'est le meilleur catcheur de la planète, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose que le meilleur durant cette confrontation? Je ne pense pas. Mais en tout cas, bravo pour cette confrontation, bravo pour ce combat qui était très très cool. C'est une victoire de Kenny Omega. Malheureusement, j'ai envie de dire, après une triche, Pac qui avait réussi à reprendre l'avantage sur Orange Cassidy qui lui portait du coup sa finisher, sa soumission. Et à ce moment-là, Kenny Omega essaye d'intervenir pour frapper Pac, mais malheureusement Pac ne veut pas desserrer Orange Cassidy, et du coup, qu'est-ce qu'il fait Kenny Omega? Et il attaque l'arbitre, bien sûr. Si on peut pas faire en sorte que la soumission s'arrête, on attaque l'arbitre, comme ça il peut pas désigner la soumission. Je trouvais ça très très intelligent, contrairement au fait que Don Callis enlève l'arbitre au moment où Pac réussit à reprendre l'avantage sur Orange Cassidy. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu inutile, j'ai envie de dire, en plus qu'on a eu après, du coup, avec cette soumission arrêtée par Kenny Omega par l'arbitre. Voilà, j'ai pas trouvé l'intervention de Don Callis très très pertinente, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, juste après que l'arbitre soit KO, chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que Kenny Omega prenne toutes ses ceintures, donc les 4 à la suite, pour frapper directement Pac dans la tête, pour directement le mettre KO. Pac d'ailleurs, il vend super bien, il vend super bien les prises, mais voilà, j'ai pas forcément trouvé l'intervention avant ça très très pertinente, mais le fait qu'il l'attaque avec ses ceintures, et trouvé ça très très cool. Orange Cassidy qui lui reprend l'avantage après cette intervention, après ses ceintures dans la tête, directement pour porter son Superman Punch, mais à ce moment-là, il est malheureusement contré, en train de faire le tombé, il est contré par Kenny Omega qui contre son tombé pour lui-même porter le tombé jusqu'à 3, et qui arrive du coup à remporter cette victoire un petit peu en voleur. Et c'est une très très bonne rêve, je sais pas si c'est d'ailleurs une rêve voulue, mais en tout cas c'est une très bonne rêve que moi j'ai eue par rapport à WWE, comme quoi on fait pas que des références négatives envers WWE du côté de WWE. Ça m'a rappelé le No Mercy 2008, si je ne m'abuse, entre Jeff Hardy et Triple H, qui était à l'époque champion WWE. Je vous invite à aller voir peut-être les highlights de ce show si jamais vous l'avez pas vu, mais le match de championnat se termine exactement pareil, où Jeff Hardy porte son Swanton Bomb, et il veut porter le tombé en s'allongeant de dos sur Triple H, mais malheureusement Triple H le contre pour porter le tombé de 3, et ainsi conserver sa ceinture. Et j'ai vraiment trouvé ça très très intelligent de la part d'AEW de réussir à finir sur ce combat de championnat sur quelque chose d'assez ambigu. Voilà, où certes Kenny Omega a réussi à reprendre l'avantage, même si c'est un petit peu en trichant, et il a réussi aussi à faire parler son expérience sur Orange Cassidy. Ça c'était très 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 cool, fait d'une très très bonne manière. Donc vraiment, si jamais vous n'avez pas vu ce combat, je vous invite à aller le voir parce qu'il était vraiment très dynamique, très intense et très très bien construit. Donc mission accomplie pour le match de championnat AEW pour moi. Et avant de passer au main event de la soirée, on a eu d'abord l'annonce des prochains pay-per-view d'AEW. On a Full Gear qui aura lieu le 6 novembre à Saint-Louis, et on aura aussi All Out qui aura lieu en août. Je me rappelle plus la date, je suis désolé. Mais avant, encore une fois, encore un announcement j'allais dire. Une annonce, c'est l'annonce d'un nouveau signé du côté d'AEW, qui apparemment sera surtout officiel pour le deuxième show, le prochain show diffusé sur TNT, Rampage, qui va commencer en août également. C'est un Hall of Famer en la personne du Strongest Man, Mark Henry, qui signe du côté de All Elite. Mark Henry is All Elite, et ça c'était vraiment étrange, je vous avoue, je m'y attendais pas du tout. Je me rappelle pas avoir vu des rumeurs d'ailleurs liées à ça, mais pourquoi pas, s'il sera du coup officiel pour le show Rampage. Déjà ça ajoute un petit peu de crédit au show Rampage,
en espérant que du coup il ait une réelle utilité plus que Dark et Dark Elevation, j'ai envie de dire. Mais voilà, on commence à réellement avoir des gros calibres hein, du côté de All Elite, et ça fait extrêmement plaisir. On passe au main event, au clou du spectacle, au dernier match de la soirée. C'est le Stadium Stampede entre le Pinnacle et le Pinacle, même j'ai envie de dire, on peut le dire à la française. Le Pinacle et l'Inner Circle, là, bon, on peut pas le dire à la française. Mais voilà, on a MJF qui arrive en limousine directement dans le stade pour commencer ce combat. Et on a l'Inner Circle qui est en haut de l'écran géant situé dans le stade, qui descend en rappel. Voilà, ils descendent en rappel, on se paye une petite entrée, c'est cool. Heureusement que le Pinnacle n'était pas présent à ce moment-là, sinon je pense qu'il se serait bien fait accueillir. Mais pourquoi pas, mais en tout cas MJF qui n'en revient pas ses yeux avec cette entrée incroyable. Et ensuite, du coup, on a l'Inner Circle qui arrive pour attaquer MJF. Qui s'empresse de retourner dans sa limousine. Le match était un match cinématique, hein. Ça se voit qu'il y a eu des coupes à plusieurs moments. D'ailleurs, le moment où MJF tape sur sa limousine pour un petit peu provoquer l'Inner Circle, et quelques secondes après, où il est à 300 mètres de sa voiture et qui s'empresse de courir pour aller la retrouver. Voilà, on voit que le match est enregistré en amont. C'est pas très grave, j'ai envie de dire. Ça permet en plus d'avoir quelque chose de très intéressant et très dynamique sur la présentation. Tout simplement parce que directement on a le Pinnacle qui arrive en voiture, hein, dans la voiture de Dax Hartwood et de Dash Wilder, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, je confonds peut-être ces deux noms avec celui de WWE, je suis désolé. Hartwood, non je ne sais plus, bref on s'en fiche. Voilà, l'un des deux membres du FTR qui arrive, voilà, ils arrivent avec la voiture du coup, et tout le monde commence à un petit peu se mettre sur la gueule. À ce moment-là, on a Sammy Guevara et Shawn Spears qui s'en vont sur le ring, qui est situé au milieu d'ailleurs hein, de ce stade. Un petit ring tout seul, ça m'a fait un petit peu rire, et puis tout le monde se barre un petit peu dans leur coin par rapport à la rivalité bien sûr. Et MJF, lui, par contre, il est tout seul parce que Chris Jericho il est pas là, mais en fait, il était caché derrière la voiture parce qu'il savait qu'MJF allait un petit peu se cacher. Du coup, les deux commencent à partir directement dans les vestiaires du stade pour un petit peu se mettre sur la gueule à base de poubelles, à base de téléphones, à base de chaises, à base de verres, à base d'un petit peu près tout ce qu'on peut trouver, à base de mégaphones aussi. Ça, je trouvais ça très très marrant. Mais voilà, et puis ensuite on suit un petit peu tous les catcheurs dans les différents endroits qui sont dans le stade du coup, hein. C'est un Stadium Stampede, ça porte très très bien son nom pour le coup. Et les deux clans, les deux équipes et AEW arrivent à très bien faire en sorte d'utiliser ce stade dans son plein potentiel, donc c'est-à-dire de visiter un petit peu près tout le stade. Ça c'était très très cool. Le moment où Chris Jericho et MJF rentrent dans la chambre, pas du tout, dans le bureau plutôt, dans le bureau du coach des Jaguars, parce que je rappelle que c'est quand même le stade des Jaguars de NFL, hein, le football américain. Ça c'était très très marrant. Voilà, c'est une petite ref pour ceux qui l'ont, qui est, je trouve, très très marrante. Mais voilà, ensuite, hein, on quitte un petit peu Chris Jericho et MJF pour aller rejoindre Jake Hager et Wardlow qui eux se battent dans une chambre froide. Pourquoi pas? Les mecs sont chauds, mais ils se battent dans une chambre froide pour un petit peu se refroidir. Pourquoi pas? C'était aussi très très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Par contre, je m'attendais pas du tout à voir des cochons découpés en deux hein, lors de ce show-là, je vous avoue, c'était un petit peu étrange. Mais pourquoi pas? En tout cas, c'est deux gros gabarits qui se mettent sur la gueule et ils se tapent très très fort. Hein. C'est assez intense. Un petit peu côté MMA, j'ai vraiment beaucoup kiffé. Puis ça finit avec Wardlow qui s'empresse de passer Jack Hager et lui-même d'ailleurs à travers un mur de placo, en détruisant tout sur son passage. Pourquoi pas Wardlow la bête, hein. Clairement la bête, on a hâte de voir ce qu'ils vont faire avec lui beaucoup plus tard. On rejoint Sammy Guevara et Shawn Spears. Voilà, il a un peu quitté des jeux Shawn Spears, mais c'est pas grave. Il le cherche du coup dans les vestiaires et on a d'un seul coup Shawn Spears. Voilà, la lumière s'éteigne et Shawn Spears qui arrive au milieu d'une salle entourée de chaises. Qui fait un petit peu son show. Voilà, j'ai l'impression que c'est un début d'un cabaret, pourquoi pas un début de clip de Rihanna, mais pourquoi pas. Du coup, les deux commencent bien sûr à se battre très très rapidement. Sammy Guevara qui arrive à faire parler son agilité aussi pour reprendre l'avantage sur Shawn Spears qui lui essaie de mettre des coups de chaise à tout prix. On l'appelle pas le chairman pour rien. Et finalement, le combat se termine avec Shawn Spears qui, beaucoup plus malin apparemment que Sammy Guevara, arrive à l'attacher après l'avoir mis KO, pardon. Il arrive à l'attacher à des portes, je sais plus comment on appelle ça, je suis désolé, mais voilà, en gros à une structure métallique, donc du coup voilà, il l'attache pour en gros coincer Sammy Guevara ici,
Mais malheureusement pour Shawn Spears, il avait jeté un petit peu plus tôt, lors de ce combat d'ailleurs, très très belle ref, il avait jeté une pince, voilà, une pince à découper. Il avait jeté, en fait, la pince à découper arrivait juste à côté de là où Sammy Guevara est attaché. Je trouvais ça encore une fois très pertinent dans la chose. Et on passe au suivant, on passe à Ortiz et Santana qui arrivent dans une discothèque. Apparemment on se met bien du côté de AEW, il y a une petite discothèque pendant un show, et puis il y a des gens qui dansent, donc je sais pas trop pourquoi ils sont ici, qui arrivent un petit peu pour confronter FTR, qui eux sont accompagnés de Monsieur Blanchard, de Tully Blanchard toujours. Ils détruisent tout le monde dans cette discothèque, voilà, tous les gens qui étaient là, qui étaient venus pour boire un coup, réouverture des bars oblige, voilà, on a envie un petit peu de se faire plaisir. Malheureusement, il faut pas le faire ici, donc du coup tout le monde est détruit dans la salle, et les deux équipes, et Tully Blanchard aussi, se mettent autour d'une table pour prendre un verre. Voilà, ils commencent à prendre un verre, très très marrant, et du coup à ce moment-là, Santana et Ortiz demandent au DJ de changer de musique, et qui c'est le DJ? Bah c'est Conan. J'ai trouvé ça encore, mais très très marrant, et très bien fait pour le coup, parce que Conan rejoint, je sais pas si du coup il rejoint officiellement All Elite, ou alors c'était vraiment une ref, pour Santana et Ortiz, qui, je le rappelle, étaient liés à lui, surtout du côté d'Impact à l'époque, c'était leur manager. Mais je trouvais ça très très cool. Du coup, voilà, ils commencent à tous se mettre sur la gueule après avoir pris un verre. C'était très très cool. Tully Blanchard qui essaye un petit peu de prendre l'avantage, mais Conan l'arrête assez rapidement. Et heureusement, voilà, on équivaut les chances. Voilà, d'un seul coup, Santana et Ortiz sont aussi un petit peu protégés par leur ancien manager. Voilà, voilà, on est sur une bonne confrontation équivalente en termes de chiffres et de catcheurs. Voilà, je me perds un petit peu dans ce que je veux dire, mais vous m'avez compris. Du coup, voilà, on enchaîne tout le monde, et ensuite on a Santana et Dax Harwood qui rentrent dans un ascenseur en train de se taper, pourquoi pas. Et on retrouve Jack Hager et Wardlow qui continuent à se battre à l'extérieur. Ils se battent du coup dans un parking. On a une petite voiturette qui est posée, les deux montent sur la voiturette, et finalement Jack Hager arrive à reprendre l'avantage en balançant Wardlow, pardon, à travers des structures en bois directement à l'extérieur avec un choc slave. Ça c'était aussi très très bien fait. On retrouve maintenant MJF et Chris Jericho. Je suis désolé, hein. Je suis un peu du play-by-play pour le coup, mais c'est parce que le match est rempli de plein de choses que j'avais envie de parler, donc je suis obligé un petit peu de faire un play-by-play. On retrouve du coup MJF et Chris Jericho qui se battent du coup dans les bureaux des officiels. On voit une petite affiche de Khan, le père de Tony Khan, qui est présent aussi. On a aussi Chris Jericho qui agrafe une petite pancarte avec écrit Thank you sur le front de MJF. Je rappelle que c'est la petite référence, hein, parce que MJF, avant de balancer Chris Jericho lors du dernier show, lors du Wargame, j'ai envie de dire, lors du Blood and Guts, il avait dit Thank you. Donc voilà aussi petite ref, et Chris Jericho qui après retrouve sa batte de baseball qu'il avait cachée dans les bureaux des officiels pour reprendre l'avantage encore une fois sur MJF avec un bon coup de batte directement sur la gueule. Ça aussi c'était très très violent. Et puis avant de revenir dans l'arène avec le public, MJF passe à travers une porte en verre balancée bien sûr par Chris Jericho. On retrouve Shawn Spears du coup qui a réussi à reprendre l'avantage sur Sammy Guevara un petit peu plus tôt en l'attachant, qui lui se fait pourchasser par des bikers. Voilà, c'est peut-être des potes à Chris Jericho, mais en tout cas il se fait pourchasser par des bikers, et du coup il fuit et il retrouve un petit peu la foule. Chris Jericho et MJF, eux, par contre, sont de retour en train de se battre directement à travers la foule sur l'étage supérieur de l'arène, sur le deuxième étage du coup, ou sur le premier, ça dépend de là où vous habitez, comment vous dites. Et MJF qui s'en prend plein la gueule, voilà, il a les roubignoles qui se mettent sur la barre de fer. Il arrive à reprendre l'avantage en tapant sur le bras blessé de Chris Jericho. Malheureusement pour lui, Chris Jericho arrive à reprendre l'avantage en portant un powerbomb à travers une structure en bois qui était posée entre les chaises directement du public. Et pour finir ce long match assez compliqué mais très très bien booké, je tiens quand même à le signaler, Shawn Spears se fait courser par un Sammy Guevara en voiturette. Cette fois-ci, c'est une référence à un Sammy Guevara, bien sûr, qui lui s'était fait pourchasser lors du dernier Stadium Stampede par Matt Hardy et Kenny Omega. Là, voilà, c'est Sammy Guevara qui arrive à reprendre l'avantage. Il percute du coup Sammy Guevara directement en rentrant dans l'arène. Il passe par la foule, tout le monde l'applaudit, tout le monde lui tape dans les mains. Il prend une chaise, malheureusement pour lui, il se fera avoir par Shawn Spears, qui est bien sûr le chairman, je le rappelle. Et alors là, on a du coup les deux qui combattent sur le ring. Je m'attendais à voir l'arrivée de l'équipe, des autres équipes, et pas du tout. Le match est vraiment terminé entre deux sur le match, sur le ring, directement Shawn Spears et Sammy Guevara. Shawn Spears qui d'ailleurs met encore une fois un énorme coup de chaise directement sur le crâne de Sammy Guevara. C'était super violent, les gens ont fait des têtes horribles, on n'a plus l'habitude de voir ça, ce qui rajoute d'ailleurs encore plus d'impact quand on le voit. Mais voilà, ensuite Shawn Spears essaye de prendre l'avantage en posant la chaise
dans un coin du ring. Malheureusement, il se fera contrer par Sammy Guevara qui porte son finisher et ensuite en balançant sa tête directement sur la chaise, tout simplement. Et pour finir ce long match, on a Sammy Guevara qui se positionne sur la 3ème corde et qui porte son 360 Senton. Ceux qui connaissent Ricochet de l'indépendant verront la prise, hein, c'est un double salto avant directement sur Shawn Spears pour faire le tomber et faire remporter la victoire à son équipe au Inner Circle qui du coup reste uni, reste le cercle uni, parce que je rappelle que s'ils perdent ce match, l'équipe devait, en tout cas le clan devait se dissoudre, et c'est pas le cas. Du coup on a une victoire grâce à Sammy Guevara sur le ring. Ensuite on a bien sûr tous les membres du Inner Circle qui viennent le prendre dans leurs bras, et on a une consécration du coup avec ce public. Mais voilà, j'ai vraiment trouvé ça très pertinent, tout simplement parce que l'histoire autour du Pinnacle, qui était à l'époque pas Pinnacle mais en tout cas MJF et Inner Circle, a commencé à cause ou grâce Sammy Guevara. Donc j'ai trouvé ça vraiment très pertinent que ça se termine grâce à lui, et surtout qu'en plus c'est un élément qui sera pour coup sûr, hein, le futur d'AEW. Là on est sur un jeune catcheur, il me semble qu'il a 25-26 ans encore, et qui a tout l'avenir devant lui, et qui petit à petit commence vraiment à gravir les échelons, à être vraiment plus à l'aise, hein. Je l'ai déjà dit durant la plupart des critiques que je fais depuis le début d'AEW Dynamite, hein, parce que je fais des critiques sur la chaîne depuis le début d'AEW Dynamite, pour ceux qui veulent aller voir. C'était pas très bien les anciennes vidéos, ne m'en vouillez pas. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment fait d'une manière très pertinente, comme à peu près tout le show. Voilà, pour conclure un petit peu mon avis général sur le show. Tout le show était vraiment fait d'une manière très pertinente, les matchs racontaient vraiment des choses. Faut suivre bien sûr AEW pour un petit peu comprendre les tenants et les aboutissants, mais il y a vraiment des refs, il y a vraiment beaucoup de choses, on a vraiment une conclusion aussi pour la plupart des matchs. Il y a que j'ai envie de dire, le Britt Baker contre Kaoshida qui m'a fait beaucoup moins d'effet, parce que je trouvais pas que ça racontait quelque chose de très explicite. Voilà, c'était un peu un match de catch assez lambda, mais qui racontait pas forcément quelque chose, alors que tous les autres matchs, même le Serena Deeb et Rio, qui était un match qui avait aucune construction, pour le coup on avait juste annoncé l'affiche, a raconté vraiment quelque chose sur le ring que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant que le Shida contre Baker. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite autour de ça. J'ai hâte de voir Britt Baker championne, parce qu'elle a vraiment elle a un niveau superstar, hein, pour le coup, hein, de plus en plus. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite pour elle. Je me demande vraiment ce que le Inner Circle va raconter à l'avenir. Je sens qu'on va continuer avec ce clan jusqu'à un jour, pourquoi pas. J'espère pas, mais je pense que ça va arriver un moment où il va y avoir une dissension du groupe, pourquoi pas. Même une trahison d'un des membres pour créer vraiment une future star. Honnêtement, je pense pas, mais pourquoi pas, on serait capable, hein, je pense. Mais voilà, je finis un petit peu avec mes notes pour conclure cette vidéo. Voilà, l'opener avec Eggman Page aussi était très très pertinent, très bien fait. J'ai aussi hâte de voir la suite autour de la Team Taz, qui est vraiment très intéressante. Le match par équipe, pour les ceintures par équipe, pardon, était aussi très très cool. Je me semble d'ailleurs que j'ai dit que c'est une victoire des Young Bucks, bien sûr. Mais voilà, c'était encore une fois très très pertinent, ça raconte quelque chose, tous les matchs racontent quelque chose vraiment. Le Casino Battle Royale, c'est peut-être le match qui m'a un petit peu le plus déçu. J'espère à l'avenir qu'on réglera peut-être le problème autour de ça, parce que pour moi l'arrivée en 5 par 5 ça marche toujours pas. On a essayé de manières différentes, avec l'arrivée des 5 en même temps, avec l'arrivée des 5 en différé, donc les uns après les autres, mais toujours avec un temps qui est le même. Mais honnêtement, je trouve pas que ça marche, je trouve pas du tout que ça marche. Si c'était une sorte de Royal Rumble bis, pour moi ça fonctionnait grave, ça fonctionnerait vraiment beaucoup, tout le monde pourrait avoir vraiment son spot. Là, pour moi, ça fonctionne pas. La plupart des éliminations sont assez oubliables, sont même carrément oubliables pour le coup. Mais voilà, ça fonctionne pas. J'espère vraiment que AEW va se rendre compte que c'est pas fait d'une manière très fluide, pas très pertinente, et qu'ils vont réussir à adapter ça. Je sais très bien qu'ils veulent pas forcément faire comme WWE, mais pour le coup, peut-être que WWE a aussi choisi cette option-là parce que c'est l'option la plus logique et pertinente. Mais voilà, on va voir ce que vaut la suite. En tout cas, voilà. Comme je dis, Anthony Ogogo, Cody Rhodes, même si le match en lui-même, je trouve qu'il n'a pas été très bien fait, on comprend ce qu'ils veulent raconter, on comprend les tenants et les aboutissants, donc ça fonctionne parfaitement pour moi. J'ai hâte de voir d'ailleurs la suite autour d'Anthony Ogogo, qui sera sans doute un gros futur élément de AEW, même si pour l'instant c'est pas son moment, et ça a été fait d'une manière très pertinente pour qu'on puisse le comprendre, donc pas de soucis. Comme je l'ai dit encore une fois, Sting et Darby Allin,
très très bon match. Contre Scorpio Sky et Ethan Page, pardon, il faut quand même les citer. Très très bon match, fait d'une manière aussi très pertinente pour qu'on puisse mettre en avant Sting sans pour autant qu'ils se prennent tout dans la gueule. Ça c'est très très bien fait. Voilà, et même d'ailleurs Darby Allin sera encore une fois très important. Le main event pour la ceinture mondiale est elle également bien bookée, comme j'ai déjà dit durant la confrontation, mais les trois ont leur intérêt dans le match et ont leur pertinence dedans, donc c'est encore une fois fait d'une belle manière, même si je trouve que l'intervention de Don Callis était peut-être de trop. Voilà, j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur le fait que Kenny Omega est un très bon catcheur, et même si d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié aussi le fait qu'il attaque l'arbitre pour pas que Orange Cassidy abandonne. Ça par contre, j'ai trouvé ça très intelligent, parce qu'on déjà c'est rarement vu, donc on a été très étonnés à ce moment-là. Mais voilà, ça a été fait d'une manière très très pertinente, et j'ai hâte de voir la suite autour de ce programme, même si j'ai un petit peu peur qu'Orange Cassidy continue à être autour de cette ceinture-là, même si pour le coup il s'est pris un tombé de manière assez legit, donc on a hâte de voir ça. En tout cas, je vous invite à aller voir ce show si vous l'avez pas vu. Je sais qu'AEW fait pas l'unanimité, mais moi je commence à vraiment de plus en plus apprécier cette promotion qui, je trouve, book, en tout cas raconte des histoires de manière très très pertinente, très très intelligente si on suit le programme, parce qu'on nous récompense toutes les semaines à AEW de suivre les histoires toutes les semaines. C'est très très cool, et on a également du bon catch, comme quoi voilà, finalement on regarde du catch et on peut avoir du bon catch dans une promotion majeure, c'est pas très très compliqué. Donc voilà, je vous invite aussi à un petit peu, pourquoi pas, c'est pas une attaque du tout, hein, mais un petit peu ouvrir vos horizons, si jamais vous n'êtes pas du tout pour AEW ou pas du tout, disons, je vais pas dire pro AEW, mais si le produit vous intéresse pas plus que ça, essayez honnêtement de regarder ce show-là, parce que c'est un très très bon show, mais regardez sans avoir votre opinion AEW, mais juste en vous disant, je vais regarder une promotion qui fait un show avec du bon catch, qui essaie de raconter des histoires, et c'est tout. En essayant d'omettre votre avis, par exemple sur les Young Bucks ou sur Cody, ça peut être très facile. Voilà, moi j'essaye d'omettre mon avis sur Cody, que c'est quelqu'un que j'arrive pas du tout à voir, même si malheureusement pour moi, à chacun de ces matchs, il fait du Cody, donc ça commence à devenir insupportable. Mais voilà, essayez toujours d'être curieux, soyez toujours fiers d'être fan de catch bien sûr, et on se donne rendez-vous très très bientôt pour des nouvelles critiques pour la chaîne. Bisous à tous.